Les cartels mexicains ne sont pas seulement des communautés criminelles organisées. Ce sont de véritables réseaux qui envahissent le Mexique dans tous les domaines, du trafic de drogue à l'exportation de pétrole. La composition de ces réseaux n'est pas statique, il n'y a pas de stabilité dans le monde criminel du Mexique. Les cartels peuvent s'unir de manière inattendue ou s'affronter de manière prévisible. Le principal facteur déterminant la puissance d'une organisation est sa proximité avec la frontière américaine, ce qui explique pourquoi le cartel de Sinaloa est l'organisation la plus ancienne et la plus puissante, contrôlant la moitié de la frontière avec les États-Unis. Ce cartel est devenu un véritable symbole du trafic de drogue mexicain à l'ancienne. L'autre moitié de la frontière, au nord-est du pays, et le cartel du Golfe sont entrés en scène beaucoup plus tard que Sinaloa, mais sont devenus un symbole inquiétant de ce siècle. Devenus des acteurs à part entière du commerce mondial de la drogue, ils ont changé les règles et, contrairement à Sinaloa, n'ont plus cherché à vivre en paix avec l'État et leurs propres compatriotes. Le cartel du Golfe est lié avec le cartel Los Zetas et a donné naissance à la forme moderne du crime mexicain, où chaque baron de la drogue dispose de sa propre petite armée et où tous les problèmes sont résolus par la violence, ce qui dure depuis maintenant 2 décennies. Et si vous souhaitez savoir pourquoi cette organisation particulière a renversé la situation, découvrez le cartel du Golfe du mauvais côté de la loi. Le début du XXe siècle a été une période de changements mondiaux. Le Mexique a également été profondément touché. La fin de la Révolution, qui a fait refléter la violence dans le pays par la violence, a coïncidé avec l'adoption de la prohibition aux États-Unis. Les syndicats régionaux du crime organisé au Mexique se sont précipités sur les marchés américains pour fournir au public les boissons dont ils raffolaient. Une abondance d'alcool désormais illégale s'est propagée aux États-Unis. Les contrebandiers mexicains ont largement profité de cette situation tout au long de la frontière. À l'époque, des itinéraires de contrebande ont été développés qui seraient encore utilisés un siècle plus tard. Une autre vague d'activité est survenue avec la Première Guerre mondiale et son besoin constant de matières premières pour le médicament le plus populaire de l'époque, la morphine. La victoire de la Révolution mexicaine n'apporta pas la paix. Une longue lutte pour le pouvoir s'engagea, aboutissant à l'émergence du Parti révolutionnaire institutionnel, ou le PRI, en 1946. Grâce au populisme, à la corruption et à des intrigues en coulisses telles que la fraude électorale et l'intimidation, le parti allait diriger le pays pendant les 54 années suivantes. Sous le règne du PRI, un système national a vu le jour, dans lequel les chefs politiques locaux, appelés caciques ou chefs, dirigeaient les États. Mais cela ne se limitait pas à la sphère légale. J'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes les liens étroits qui unissaient les politiciens et les trafiquants de drogue à Sinaloa. Sur la côte du Golfe, la situation était exactement la même. L'histoire du trafic de drogue dans l'état de Tamaulipas a commencé dans les années 1920 avec Virgilio Barrera, un trafiquant d'héroïne et de morphine. Les chercheurs le comparent même à Al Capone, tant le pouvoir de Barrera était important dans ces régions frontalières. En 1929, Barrera a été arrêté et les documents de police le qualifiaient non seulement de contrebandier, mais aussi de grand trafiquant de drogue de Nuevo Laredo. À peu près au même moment où Barrera a été capturé, la culture du pavot à opium et de la marijuana a commencé dans la région. La production n'a jamais atteint les niveaux des meilleurs états dans ce domaine, tels que Sinaloa ou Sonora, mais elle pouvait rivaliser avec celle du Michoacán et du Guerrero. De plus, plus tard, lorsqu'une importante opération militaire américaine contre les producteurs de drogue, appelée Condor, a été menée contre les plantations du Triangle d'Or, composées de Sinaloa, Durango et Chihuahua, le Golfe n'a pas été touché. En 1975, on a signalé la saisie simultanée de 2 tonnes de marijuana dans la région reculée de Berlanga. De telles nouvelles apparaissent de plus en plus souvent dans les journaux, mais outre les rapports de saisie, les rapports de criminalité ont commencé à augmenter, comme on pouvait s'y attendre. Au cours de la même décennie, Nuevo Laredo a connu sa première grande vague de meurtres liés à la drogue. En 1971, 33 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des trafiquants de drogue présumés, des policiers et des civils qui se trouvaient par hasard sur les lieux d'affrontements armés. L'année suivante, le nombre de morts est passé à 60. Les journaux de l'époque ont qualifié ces meurtres de chacal et ont affirmé qu'ils avaient commencé le 2 novembre 1970 lorsque 2 agents fédéraux, prétendument liés à des trafiquants de drogue, ont été exécutés dans le restaurant La Liberia.
Après ces événements tragiques, clairement liés au partage du territoire et des sphères d'influence, Juan Nepomuceno Guerra, qui était déjà à l'époque un trafiquant influent à Tamaulipas, est arrivé au pouvoir dans la région. Considéré comme le fondateur du cartel du Golfe, il vivait à Matamoros, d'où il contrôlait non seulement le trafic de drogue, mais aussi celui de voitures, d'équipements et bien d'autres marchandises de contrebande. Juan Nepomuceno Guerra est né à Tamaulipas, dans la ville de Matamoros, en 1915, très touché par la Révolution. Son père était un simple fermier pauvre, et comme tout le monde dans la région, il recourait à la contrebande pour survivre. À l'adolescence, Nepomuceno Guerra était déjà pleinement impliqué dans les opérations de contrebande entre les États-Unis et le Mexique. Cela n'a jamais été considéré comme quelque chose d'honteux. Au contraire, les racines de la culture moderne de la drogue et la romantisation du crime remontent à cette époque lointaine, où des contrebandiers désespérés transportaient tout vers le nord, du whisky aux ossements des chefs mayas. De plus, Matamoros avait une riche histoire criminelle avant même l'ère de la contrebande du XXe siècle. Elle a été fondée par des pirates du Rio Grande au XVIIIe siècle. On y trouvait de tout, de l'or, du vin, des épices, de l'opium et des esclaves. Après avoir commencé avec le whisky, Guerra a progressivement élargi son activité à de nombreux autres produits. En effet, le Mexique vivait à l'époque sous un modèle économique de frontières fermées qui interdisait l'importation de presque tous les types de marchandises. La vente d'appareils électroménagers, de tout type d'appareils électroniques, de vins étrangers et d'autres boissons alcoolisées était donc une activité très rentable au Mexique, jusqu'à ce que le pays s'ouvre au commerce mondial. Au cours des décennies suivantes, le jeu, la prostitution et le vol de voitures s'ajoutèrent à ces activités commerciales. Sa devise était « Si ça peut passer la frontière, je le livre ». Au moment où le PRI renforçait son contrôle sur le Mexique, Nepomuceno Guerra assurait son contrôle sur Tamaulipas. Au début des années 1970, il était un homme d'affaires respecté. Il dirigeait une boîte de nuit, un restaurant et un café et était une figure bien connue à Matamoros. La série Netflix Narcos Mexico le présente de manière assez fidèle à la réalité. Un vieil homme apparemment bon enfant, salué par tous les enfants du quartier, mais le temps manquait pour révéler ce que ce gentil grand-père aux poches pleines de bonbons tramait réellement. Il était décrit comme un homme très dur et arrogant, prêt à tout pour ses affaires. Au début des années 1960, le fils du légendaire révolutionnaire mexicain Pancho Villa, le colonel Octavio Villacos, a été abattu à Matamoros peu après avoir confisqué une cargaison de café de contrebande. Et, selon certaines sources, avoir refusé de la restituer, même contre un pot de vin conséquent. Le garde du corps et chauffeur de Nepomuceno Guerra a avoué le crime, affirmant que Villacos aurait prévu de tuer leur patron. Il est bien connu que dans les années 1950, Nepomuceno Guerra a personnellement tué sa première femme à cause de la jalousie à un acteur célèbre. Sa deuxième femme lui a donné 3 fils, et la rumeur disait que Dieu le punissait pour tous ses actes. Le premier fils était né avec la trisomie 21. Le deuxième était ouvertement gay et le plus jeune était devenu sataniste et meurtrier qui, selon les rumeurs, démembrait des gringos dans son ranch et les mangeait. C'est pourquoi le neveu préféré de Nepomuceno Guerra, Juan Garcia Abrego, allait être le prochain à prendre le pouvoir. Sur une période de 50 ans, de 1930 à 1980, Guerra a gagné 5 milliards de dollars, selon des rapports officiels publiés en 1987. Ceci indiquait également qu'il possédait plus de 7400 acres de terre à Tamaulipas et Nuevo León. Néanmoins, dans les documents de la Drug Enforcement Administration, il a toujours été considéré comme un grand contrebandier, plutôt que comme un baron de la drogue. Cependant, la contrebande de marchandises et le trafic de drogue ne sont pas des concepts mutuellement exclusifs. À l'apogée de la renommée de Nepomuceno Guerra, le trafic d'héroïne et de marijuana n'était pas l'activité principale à Tamaulipas. Ils étaient techniquement incapables de fournir les mêmes volumes que les Sinaloans. Mais avec le temps, au début des années 70, le trafic de drogue avait remplacé tous les autres types de contrebande, grâce aux Américains qui exigeaient d'abord de plus en plus d'herbes mexicaines, puis de plus en plus de cocaïne colombienne. C'est pourquoi, lorsque le moment est venu de réorganiser l'entreprise, Guerra ne s'est pas fortement impliqué dans le trafic de drogue. Mais pourquoi le cartel du Golfe n'est-il apparu sur la carte qu'en 1989 ? Pourquoi les barons de la drogue prospère de Sinaloa ne se sont-ils pas associés à lui ou ne l'ont-ils pas chassé du marché pour profiter des relations politiques et des passages frontaliers de Nepomuceno Guerra ? Croyez-le ou non, la réponse se cache dans la protection du gouvernement.
En bâtissant son empire, Guerra a décidé et a établi ce qui était peut-être le réseau le plus complexe de relations avec des politiciens et des fonctionnaires à tous les niveaux du gouvernement et des deux côtés de la frontière. Derrière l'histoire moderne de Tamaulipas se cache une histoire complexe d'élites politiques et commerciales qui ont encouragé les pratiques commerciales criminelles pendant des décennies. Les chercheurs qualifient cette région de capsule temporelle, où l'absence d'autorité étatique a contribué à la monopolisation des ressources. Carlos Reza Nestares, consultant auprès de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, a indiqué que les communautés criminelles mexicaines ne peuvent être classées comme des modèles typiques de crime organisé ayant des liens avec le pouvoir politique, mais plutôt comme un concept de crime organisé par l'État. En d'autres termes, les responsables du maintien de l'ordre public ne se contentent pas de se livrer à des activités criminelles ou de fermer les yeux sur celles-ci, mais y participent pleinement, utilisant divers leviers illégaux pour atteindre leurs objectifs en tant que représentants de l'État. En termes simples, il n'y a pas de société civile. C'est Juan Nepomuceno Guerra qui a commencé la tendance à mélanger les barons de la drogue et l'élite et qui a créé un vaste réseau de contacts politiques dans le nord-est du Mexique, sans équivalent dans le pays. Alors que les habitants de Sinaloa se battaient entre eux et contre les Américains, tout se passait bien à Tamaulipas. Nepomuceno Guerra entretenait des relations amicales étroites avec des dirigeants syndicaux influents de la région et avec d'anciens gouverneurs de Tamaulipas. Ce réseau comprenait non seulement des politiciens locaux, mais aussi des dirigeants influents au niveau national, tels que le dirigeant syndical Joaquín Hernández Galicia et Raúl Salinas Lozano, ancien secrétaire à l'agriculture et père du futur président Carlos Salinas de Gortari. En plus de contrôler les passages illégaux à la frontière, Juan Nepomuceno Guerra apportait un soutien politique au Parti révolutionnaire institutionnel par l'intermédiaire de la Confédération des travailleurs mexicains, qui recevait régulièrement d'importants dons de sa part. En échange de ce soutien, son neveu, Jesus Roberto Guerra, est devenu maire de Matamoros de 1984 à 1987. Au milieu des années 80, lorsque la frontière de Tamaulipas est devenue un corridor stratégique facilitant l'acheminement de la drogue vers la côte est des États-Unis, l'expansion jusqu'alors lente du cartel du Golfe s'est fortement accélérée. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. La première raison était la même que pour toutes les autres organisations. Grâce au succès des États-Unis dans la lutte contre la drogue dans les Caraïbes à la fin des années 80, le Mexique est devenu un important point de transbordement pour la cocaïne et l'héroïne et est resté un grand producteur de marijuana. Les routes tracées par Guerra au cours des 50 dernières années étaient désormais très prisées par les trafiquants. Et si les raids constants dans l'état de Sinaloa ralentissaient et compliquaient les opérations, il n'y avait pas de tels problèmes dans le nord-est. C'était la deuxième raison de cette croissance. C'était une terre intouchable où non seulement les cartels au sens habituel du terme se développaient depuis des décennies, mais aussi une véritable criminalité organisée par l'État. Contrairement à Sinaloa, où les députés étaient indirectement impliqués dans le trafic de drogue, mais se distançaient tout de même des trafiquants, à Tamaulipas, les fonctionnaires eux-mêmes étaient membres des cartels. Autrement dit, ils ne se contentaient pas de prendre l'argent des barons de la drogue et de fermer les yeux sur leurs activités, ils en étaient les cofondateurs et y participaient pleinement. La troisième raison était l'émergence d'acteurs colombiens. À cette époque, les trafiquants de drogue colombiens ont commencé à former des alliances importantes avec leurs homologues mexicains en réponse à la demande croissante de substances illégales. Juan García Abrego, neveu et successeur de Juan Nepomuceno Guerra, a négocié avec les frères Rodríguez Orejuela du cartel de Cali au début des années 1980. Cet accord a marqué le début du cartel del Golfo, qui allait bientôt devenir un acteur à part entière du trafic de drogue au Mexique et dans le monde. Abrego a accepté de transporter de la drogue depuis la frontière sud du Mexique jusqu'au Texas en échange de la moitié de chaque cargaison. C'était un accord très risqué pour lui, mais les profits promettaient d'être fabuleux. L'expansion de l'entreprise a nécessité une coordination logistique plus importante, l'achat d'avions et d'autres équipements complexes, la construction de pistes d'atterrissage, d'entrepôts secrets et le versement de pots de vin aux forces de l'ordre le long de la frontière sud, dans le nord-est du Mexique et dans la région du Golfe du Mexique. C'est donc Juan García Abrego qui a contribué à la prospérité de l'entreprise de son oncle en organisant un trafic de drogue à grande échelle. Il est né en 1944 au Texas et, bien sûr, s'est impliqué dans l'entreprise dès son plus jeune âge. Il convient de noter que tous les membres de sa famille n'étaient pas aussi profondément impliqués dans ce commerce.
Par exemple, le frère aîné de Garcia Abrego était un homme d'affaires américain respectable, diplômé de l'université. Sous la tutelle de son oncle, qui remarqua immédiatement l'intelligence du jeune homme, Juan Garcia Abrego commença à apprendre les bases du métier. Selon certaines sources, il apprit d'abord à voler des voitures, puis, au début des années 1970, il se lança pleinement dans le commerce de la marijuana. Peu à peu, Abrego est devenu une figure de plus en plus importante dans l'organisation criminelle de son oncle à Matamoros, au moment même où les trafiquants de drogue colombiens cherchaient de nouvelles routes vers les États-Unis. Garcia Abrego lui-même, produit du crime mexicain, n'a jamais cherché à résoudre les conflits pacifiquement, malgré son surnom absurdement joyeux, El Muñeco, la poupée. En 1984, il ordonna l'élimination d'un important chef de l'un des gangs locaux, surnommé El Cacho. La première tentative d'élimination d'El Cacho échoua. Il fut gravement blessé, mais réussit à s'échapper. Furieux, Abrego envoya plus tard une dizaine de ses meilleurs combattants à la clinique Raya des Matamoros, où El Cacho était soigné. Ils tirèrent sur le service, tuant 5 personnes, dont un médecin. El Cacho survécut également à cette attaque, mais succomba peu après ses blessures dans un hôpital de Monterrey. L'incident avec El Cacho fut promu par la presse, provoqua un étonnement général et peut être considéré, d'une certaine manière, comme le premier signe avant-coureur des Los Zetas. Car avant Garcia Abrego et El Cacho, les criminels locaux n'étaient pas connus pour recourir à une violence injustifiée, susceptible d'attirer trop d'attention. Mais ce n'est pas seulement par la violence que Garcia Abrego a réussi dans l'organisation. Il a activement développé et renforcé ce que son oncle avait construit. Son réseau de corruption comprenait des personnalités que vous connaissez grâce à notre vidéo sur le cartel de Guadalajara, tels que Guillermo González Calderoni, l'un des principaux commandants de la police fédérale dans les années 1980, et un homme qui valait 400 millions de dollars. Il a été rapporté que le procureur général Octavio Porte Petit et Miguel Aldana Ibarra, directeur de la branche mexicaine d'Interpol, étaient également à la solde du cartel du Golfe. Le cousin de Garcia Abrego, Francisco Pérez, a également évoqué par la suite le transfert de 500 000 dollars à Javier Coelho Trejo, procureur général adjoint du Mexique de 1988 à 1990. Abrego aurait également participé aux élections présidentielles de 1988 au Mexique, lorsque le PRI a clairement truqué les votes. Cet événement est bien illustré dans Narcos Mexico. Le président Salinas est alors arrivé au pouvoir, ce qui était une bonne chose pour toutes les personnes impliquées dans le trafic de drogue. Cependant, le gouvernement américain a choisi de fermer les yeux sur ces faits, car Salinas faisait preuve d'une loyauté évidente et entretenait des bonnes relations avec les États-Unis. La famille Salinas, quant à elle, entretenait des relations chaleureuses et de longue date avec les criminels de Matamoros. Lorsque le PRI a choisi son nouveau leader, la réputation de Matamoros en tant que lieu agréable et sûr où les Américains pouvaient faire la fête et se détendre s'est effondrée. En mars 1989, un étudiant de l'Université du Texas à Austin, Mark J. Kilroy, a disparu près du pont reliant Brownsville et Matamoros. Un mois plus tard, les autorités ont découvert le corps de Kilroy ainsi que ceux des 11 autres victimes de meurtre dans un ranch de la campagne de Tamaulipas, après avoir trouvé à Matamoros un hôtel taché de sang avec des vêtements et des photos de jeunes enfants. Kilroy avait été kidnappé et sacrifié par un gang de trafiquants de drogue qui s'était transformé en secte, dirigé par Adolfo de Jesus Constanzo. Le gang a tué Kilroy et les autres pour se protéger, a déclaré l'un de ses membres. Constanzo était aidé par Sara Maria Aldrete Villarreal, originaire de Matamoros et ancienne étudiante brillante du Texas College, que l'organisation appelait la sorcière, ainsi que par le plus jeune fils de Juan Nepomuceno Guerra. La police a conclu par la suite que les membres de la secte avaient tué environ 40 personnes. Ce fut une nouvelle tache sombre sur la réputation du nord-est du Mexique, privant la région de touristes fortunés. Mais après tout cela, les sectes et les guerres de gangs n'était qu'un début. En 1989, l'entreprise criminelle de Juan Garcia Abrego transportait environ 40 tonnes de cocaïne vers les États-Unis chaque année. Il acquit de grands ranchs au sud de Matamoros, où des avions en provenance de Colombie chargés de cocaïne pouvaient atterrir, et d'où la drogue pouvait être acheminée clandestinement à travers la frontière, de Matamoros à Brownsville. De là, elle était envoyée à Houston, puis vers des centres de distribution à Los Angeles et New York.
Pendant ce temps, au sud de la frontière, le territoire du cartel du Golfe s'étendait des villes frontalières de Tamaulipas, Matamoros, Reynosa et Nuevo Laredo au nord jusqu'à la capitale de l'État, Ciudad Victoria, et au port de Tampico au sud. Cependant, malgré son audace, Juan García Abrego n'était pas le seul à avoir de telles ambitions. Les Sinaloans avaient une longueur d'avance sur le reste du monde. Mais avec l'arrestation de Miguel Ángel Félix Gallardo, l'organisation s'est divisée en factions à Sinaloa, Tijuana et Ciudad Juárez, qui ont formé leurs propres entreprises criminelles. À Tijuana, il y avait les frères Arellano Félix et leur cartel de Tijuana. La faction basée à Sinaloa allait devenir le cartel de Sinaloa et serait dirigée par El Chapo et Héctor Luise, El Güero Palma Salazar, tandis qu'Amado Carrillo Fuentes allait devenir le chef du cartel de Juárez. Une violente querelle éclata entre Tijuana et Sinaloa, ce qui fit sans doute le jeu de García Abrego, qui était resté en marge de la division territoriale grâce à la protection de hauts fonctionnaires. Tamaulipas ne faisait pas partie de l'organisation de Sinaloa, agissant de manière indépendante et sans se soucier de ce qui se passait à la frontière nord-ouest. Mais malgré cela, la situation restait instable à Matamoros. Les représentants de la DEA ont alors compris qu'une puissante organisation de trafic de drogue, inconnue jusqu'à la fin des années 80, s'était formée dans le nord-est. C'est à partir de cette époque que l'on considère que l'histoire du cartel du Golfe a commencé. En mai 1991, on a appris que le cartel du Golfe complotait pour assassiner le trafiquant de drogue colombien Oliviero Chavez Arrojo, ce qui a conduit à une flambée de violence dans la prison Ceferezo de Matamoros. 18 personnes ont été tuées et la prison a été assiégée par la police pendant 2 semaines. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles cette initiative venait de l'un des lieutenants d'Abrego, Tomás Gringo Sánchez González, qui paya sa vie pour cet acte. Après cet incident, les Américains prirent note d'Abrego, car, en plus du siège de la prison, son nom fut mentionné dans le cadre d'une importante saisie de drogue. Lors d'une descente du FBI dans une ferme liée au cartel du Golfe à Harlingen, au Texas, près de Brownsville, de la cocaïne d'une valeur de plus de 100 millions de dollars a été découverte. À l'époque, il s'agissait de la deuxième plus importante saisie de drogue de l'histoire des États-Unis. García Abrego a également fait l'objet d'une mise en accusation secrète par un grand jury à Dallas en 1990, qui l'a inculpé, ainsi que son cousin Francisco Pérez, pour trafic de drogue. Bien qu'il fût sous le nez des autorités fédérales, García Abrego passa néanmoins la majeure partie de l'année 1990 à McAllen, au Texas, et dans une maison louée dans la banlieue de Chicago, prenant une pause dans la gestion de son empire de la drogue mexicain. Bien que l'organisation criminelle de Matamoros fût désormais incontestablement entre les mains de García Abrego, celui-ci avait déplacé sa base opérationnelle à Monterrey en 1989. Au cours des 5 années suivantes, il changea de lieu de résidence dans la ville toutes les quelques semaines, voire tous les quelques jours. À peu près à la même époque, Juan Nepomuceno Guerra fut inopinément accusé de fraude fiscale. Cependant, en raison de son état de santé, il ne fut jamais emprisonné et l'affaire fut portée devant les tribunaux uniquement pour la forme et pour les Américains, car elle était menée par nul autre que le meilleur ami des cartels, González Calderoni. En 1993, García Abrego a été présenté comme un baron du crime aux yeux du gouvernement américain. Il faisait l'objet d'une mise en accusation publique à Houston pour trafic de drogue, blanchiment d'argent, corruption d'un agent infiltré du FBI et commande d'actes de violence, y compris le meurtre de nombreuses personnes. Mais le trafic de drogue était loin d'être le seul enjeu dans le nord du Mexique. Les jeux politiques ont également influencé les événements qui ont suivi, et ceux-ci ne peuvent être négligés. En décembre 1992, après des années de négociations, les présidents Salinas de Gortari et George H.W. Bush, ainsi que le premier ministre canadien Brian Mulroney, se sont réunis à San Antonio, au Texas, pour signer l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA. Un an plus tard, le Congrès américain a ratifié ce traité historique, qui a radicalement changé la carte économique de la région. L'ALENA a ouvert la voie à la délocalisation d'emplois des États-Unis vers le Mexique, ce qui a été un choc pour de nombreuses entreprises américaines. Les investissements des entreprises américaines dans les capacités de production mexicaines sont passés de 1 milliard de dollars à 2,5 milliards en seulement un an après la signature de l'accord. Les États-Unis ont réduit les droits de douane sur les produits industriels mexicains, en particulier les textiles et les vêtements, tandis que le Mexique, en retour, a rendu ses produits agricoles et industriels plus abordables pour les Américains. Les maquiladoras mexicaines, des usines de fabrication à bas coût, ont prospéré.
À première vue, le Mexique semblait promis à un avenir radieux. Les problèmes de criminalité à la frontière avaient toujours existé, mais ils ne semblaient pas insurmontables. Au début de l'année 1994, les États du sud du Mexique ont été secoués par un soulèvement des zapatistes, un groupe radical de gauche qui s'opposait à l'ALENA, estimant que cet accord ne faisait qu'intensifier les inégalités. Le soulèvement a été rapidement réprimé avec l'aide d'une nouvelle unité militaire antiterroriste, la GAFES, groupe aéromobile de forces spéciales créé en 1986 et formé aux États-Unis. Quelques années plus tard, certains des combattants de cette unité d'élite allaient rejoindre le cartel du Golfe, connu sous le nom de Los Zetas. Cet événement était un indicateur primaire des troubles qui allaient secouer le Mexique et toute la région. Après le soulèvement zapatiste, le candidat présidentiel du PRI, Luis Donaldo Colosio, a été abattu à Tijuana, prétendument par un tireur isolé, ce qui a suscité des doutes. Le journaliste Eduardo Baye affirmait que le cartel du Golfe était derrière cet assassinat, après avoir infiltré le PRI et le gouvernement, rendant ainsi impossible toute justice. 6 mois après l'assassinat de Colosio, José Francisco Ruiz Massieu, ancien secrétaire du PRI et ancien gendre de Carlos Salinas, a été abattu. Il avait parlé ouvertement dans la presse de la fraude électorale et des abus commis par le PRI. Son assassin, Daniel Aguilar Treviño, originaire de Tamaulipas, a affirmé que ce meurtre était lié à l'assassinat de Colosio, dont l'ordre avait été signé à la résidence de Salinas. Aguilar a également souligné que des agents du gouvernement avaient kidnappé sa famille. Au même moment, Manuel Muñoz Rocha, député du PRI, qui avait décrit une lettre au bureau du procureur au sujet de l'implication du président, a disparu. Et ses restes, retrouvés dans un ranch à Matamoros, n'ont jamais été officiellement identifiés en raison de leur mauvais état de conservation, bien que les membres de sa famille aient confirmé lors de l'identification qu'il s'agissait bien de lui. Après la mort de Colosio, Ernesto Zedillo, ancien ministre de l'Éducation et directeur de campagne à Colosio, remporta les élections. Quelques mois plus tard, le frère aîné de l'ancien président Carlos Salinas, Raúl Salinas de Gortari, a été condamné pour avoir organisé l'assassinat de Ruiz Massieu. Cependant, la condamnation a ensuite été annulée. Après avoir déclaré une étrange grève de la faim pour protester contre l'arrestation de son frère, Salinas s'est enfui à l'étranger, où il a vécu pendant plusieurs années avant de revenir poursuivre ses activités dans son pays natal. Soit dit en passant, en ce qui concerne l'un des épisodes de Narcos Mexico, où 2 garçons tuent une femme de ménage, ces garçons étaient les frères Salinas. Et un tel épisode s'est effectivement produit en 1951, lorsque Raúl, âgé de 8 ans, et Carlos, âgé de 3 ans, ont accidentellement tué leur femme de ménage Manuela, âgée de 12 ans, alors qu'ils étaient en train de jouer. Le meurtre a été jugé accidentel, et les parents des frères ont été réprimandés pour avoir laissé une arme chargée dans la maison. Je tiens à rappeler que le père des frères Salinas était un ami proche et un associé de Juan Nepomuceno Guerra. Le meurtre de Ruiz Massieu a également attiré une attention indésirable sur la monarchie criminelle qui régnait sur Tamaulipas. Le FBI a inscrit Garcia Abrego sur sa liste des 10 fugitifs les plus recherchés. Le premier baron de la drogue mexicain a y figuré et a offert une récompense de 2 millions de dollars pour toute information menant à sa capture. À peine 10 mois plus tard, dans la nuit du 4 janvier 1996, Garcia Abrego a été arrêté dans un ranch de Nuevo León par des agents de la police fédérale, auxquels il avait autrefois versé d'énormes sommes d'argent. Le lendemain, Juan Garcia Abrego, l'ancien puissant baron de Tamaulipas, a été extradé vers les États-Unis. Fourré dans un avion comme un chat dans un sac, a écrit la journaliste Yolanda Figueroa. Selon les estimations les plus exactes, au moment de l'arrestation de Garcia Abrego, les revenus annuels du cartel du Golfe provenant du trafic de drogue s'élevaient à environ 20 milliards de dollars. Par coïncidence, c'était exactement le montant que les États-Unis avaient prêté au Mexique pour surmonter sa crise financière de 1995. L'incroyable ascension du cartel du Golfe n'était pas seulement le résultat de la vision ou des compétences de leadership de Garcia Abrego. La complicité de politiciens influents et l'implication de la police à tous les niveaux dans les opérations de trafic de drogue ont été déterminantes et ont permis aux barons de la drogue du cartel du Golfe de contrôler environ 30% des expéditions terrestres de cocaïne vers les États-Unis au milieu des années 1990. Selon certaines estimations, le cartel dépensait environ 500 millions de dollars par an en pots de vin à tous les niveaux du gouvernement mexicain. Le cartel du Golfe a également acquis un contrôle quasi total sur les médias en s'alliant avec le gouvernement de Tamaulipas.
Autrement dit, les autorités locales et d'autres personnalités publiques et politiques clés ont travaillé en étroite collaboration avec ce groupe de trafiquants de drogue. Au cours des années suivantes, le cartel du Golfe allait cesser d'être une organisation criminelle régionale opérant comme une filiale des cartels de la drogue colombiens pour devenir un acteur clé du trafic transnational de drogue. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, le cartel du Golfe en tant qu'organisation de trafic de drogue n'est apparu qu'après l'effondrement du cartel de Sinaloa en 1989. À cette époque, en raison de l'arrestation de dirigeants liés à l'affaire Enrique Kiki Camarena, Miguel Ángel Félix Gallardo et Calderoni ont divisé tout le Mexique en divisions, mais aucun des Sinaloans n'ont pris le contrôle du nord-est du Mexique avec ses lucratives routes de transit. Ce territoire n'a tout simplement pas été pris en compte dans la division. Le chercheur Valdés Castellanos affirme que les Sinaloans n'ont tout simplement pas été autorisés à le faire par les plus grandes instances gouvernementales. Si la répartition avait été effectuée exclusivement avec la participation des chefs sinaloans, c'est-à-dire sans les autorités gouvernementales, les territoires de Tamaulipas auraient sans doute été inclus. Ou du moins, au plus fort de leur alliance, ils auraient certainement tenté de contester le contrôle local, puisque Nepomuceno Noguera était un vieil homme malade et que García Abrego n'était pas encore devenu le chef. Comme l'a affirmé Gallardo lui-même, c'est Guillermo González Calderoni, le chef de la police, qui était directement impliqué dans la répartition des places, qui ne l'a pas permis. Vu que nous connaissons le résultat, le cartel du Golfe a opéré de manière indépendante sous la direction de Juan García Abrego sans la participation des Sinaloans, la version de Miguel Ángel Félix Gallardo gagne en crédibilité. Ainsi, la décision de diviser les trafiquants de drogue a été prise au plus haut niveau par ceux qui étaient censés lutter contre le trafic, mais dans le modèle du crime organisé par l'État, le tableau semble plus logique. Cela ne signifie pas que tous les représentants des autorités étaient impliqués. Cela signifie seulement qu'au Mexique, il existait de véritables groupes étatiques avec une certaine autonomie et capables de prendre des décisions qui contredisaient la politique générale du gouvernement. Les représentants de l'État qui souhaitaient s'assurer que les Sinaloans n'interfèrent pas dans leurs affaires ont participé à la formation du cartel du Golfe. Le cartel du Golfe n'était pas dirigé par un clan familial, ce qui le distingue clairement des autres organisations de trafiquants de drogue mexicaines. L'existence des liens familiaux entre les dirigeants d'une entreprise criminelle est importante car elle garantit la confiance et la loyauté, qui sont essentielles à son bon fonctionnement. C'était le cas à Sinaloa, où tout le monde était lié d'une manière ou d'une autre, frères, cousins, beaux-frères, beaux-pères et oncles. Certes, ils se battaient aussi entre eux, mais pas aussi férocement que les prétendants au trône du cartel du Golfe allaient le faire dans un avenir proche. Juan García Abrego a été nommé à la tête du cartel par Guillermo González Calderoni, ce qui était nécessaire pour achever la division du trafic de drogue impliquant des factions policières sur la nouvelle carte criminelle du pays. Il est curieux que le leadership d'Abrego ait duré un peu plus longtemps que les 6 années de présidence de Carlos Salinas de Gortari. Après l'arrestation et l'extradition de García Abrego, son frère Humberto aurait dû être son successeur naturel, mais il était en prison depuis 1994 pour blanchiment d'argent. Bien qu'il ait réussi à sortir de prison en 1997 faute de preuves, il a préféré quitter le trafic de drogue pour profiter de ses bénéfices considérables. Personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Comme il n'y avait plus de famille pour hériter de l'entreprise, García Abrego a préféré qu'Oscar Malherbe, l'un de ses lieutenants de haut rang, reste au pouvoir au milieu de l'année 1996. Ce qui fut le cas pendant un certain temps, jusqu'à son arrestation lors d'une visite à Mexico en février 1997. La grande et lucrative organisation s'est retrouvée une fois de plus sans chef. Et comme il n'y avait pas de succession familiale au sein du cartel du Golfe, son avenir dépendait désormais des ambitions et des capacités des prétendants à tromper, faire la corruption et tuer. C'est ce qu'ont fait 3 candidats au pouvoir tout au long de l'année 1997 et pendant la majeure partie de l'année 1998. Ces hommes étaient Baldomero Medina, alias le Seigneur des remorques, spécialiste du transport de cocaïne dans des remorques, ainsi que Salvador Chava Gomez et Osiel Cardenas Guillen. Chava avait prévu de tuer Baldomero, mais le plan n'a pas fonctionné comme prévu et le Seigneur des remorques n'a été que gravement blessé, ce qui a toutefois suffi pour qu'il retire sa candidature à la direction du cartel du Golfe. Chava et Osiel ont décidé de s'associer, ce qui signifiait qu'ils devaient d'abord tuer Antonio Davila, officier de la police judiciaire fédérale, qui voulait également diriger l'entreprise de trafic de drogue et prévoyait de les éliminer. La direction conjointe a fonctionné jusqu'à ce qu'Osiel se convainque que 2 chefs, c'était trop.
Pendant qu'il réorganisait le volet opérationnel de l'entreprise, reprise des contacts avec les fournisseurs de cocaïne, détermination des itinéraires et achat de protection, organisation des transferts transfrontaliers, etc., Chava a mis de l'ordre dans les groupes qui travaillaient de manière indépendante, rassemblant tout le monde sous la bannière du Golfe. Une fois cela accompli, il s'est considéré comme le chef et a commencé à vivre dans le luxe, donnant des ordres à Cardenas. Cardenas s'est rapidement lassé de cette situation et a envoyé son vieil ami dans l'au-delà à l'été 1999. Le meurtre de son partenaire a valu à Cardenas le surnom de tueur d'amis, qui l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie. Pendant que Chava se trouvait bien au chaud, Osiel Cardenas travaillait pour l'avenir. Pour comprendre la structure organisationnelle du cartel du Golfe en 1996, deux faits essentiels doivent être pris en compte. Premièrement, le Golfe n'était pas le seul propriétaire de l'ensemble de la place à cette époque, mais travaillait avec 4 postes frontières, Nuevo Laredo, Reynosa, Miguel Alemán et Matamoros, de sorte que le contrôle territorial était beaucoup plus compliqué qu'à Tijuana ou Juarez, où tout était concentré en un seul endroit. À cette époque, n'importe lequel de ces postes frontières pouvait être attaqué par l'un des nombreux gangs de Tamaulipas. Deuxièmement, une partie importante de la cocaïne était transportée depuis la Colombie via le Guatemala par voie terrestre. Le reste arrivait par voie maritime dans les ports côtiers du golfe de Campeche, Veracruz ou Tampico Altamira, ce qui impliquait de sécuriser un réseau de transport et de sécurité qui traversait tout le pays, du Chiapas et Campeche au sud jusqu'à Tamaulipas au nord, en passant par Tabasco et Veracruz. Plus tard, ils ont ouvert la route Pacifique Tamaulipas qui commençait à Guerrero et Michoacán dans le sud-ouest, traversait le Bajío, continuait par San Luis Potosí et Zacatecas jusqu'à Torreón, puis Saltillo, Monterrey et de là vers n'importe quelle frontière de Tamaulipas. La route longeait les voies ferrées. Ces deux faits expliquent clairement pourquoi le Golfe était une organisation beaucoup plus importante en termes de personnel opérationnel de toutes sortes, chauffeurs, mécaniciens, opérateurs de communication, péagers, comptables et conducteurs d'ânes qui transportaient la drogue de l'autre côté, et en termes de structure de sécurité, informateurs, tueurs à gages, formateurs de tueurs à gages, trafiquants d'armes, etc. Elle était également plus violente. L'organisation devait protéger ses itinéraires contre d'autres cartels et des organisations plus petites qui voulaient s'agrandir. Ainsi, le gang fondé par Garcia Abrego sous le couvert de la police judiciaire fédérale s'est considérablement développé sous la direction d'Osiel Cardenas. Dès qu'il a pris le contrôle, il a formé une équipe soudée d'employés et a réparti les postes et les responsabilités entre eux. Matamoros pour Eduardo El Cos, Costia Sanchez, Gilberto El June Garcia a été affecté à Miguel Alemán, Gregorio El Goyo Sauceda Gamboa à Reynosa, Díaz Ordaz est allé à Efraín Torres, également connu sous le nom de Z15. Le frère d'Osiel, Antonio, alias Tony Tormentas, faisait également partie de l'organisation dirigeante. La croissance de l'organisation a également été facilitée par le fait qu'après la capture de Garcia Abrego et Oscar Malherbe, les autorités considéraient le cartel du Golfe comme fragmenté et incapable de se relever. Bien qu'Osiel Cardenas ait eu un casier judiciaire et fût connu des autorités, celles-ci ne pensaient pas qu'il puisse devenir un leader. Cardenas lui-même payait régulièrement des journalistes pour qu'ils le décrivent exclusivement comme un petit voleur de voitures. Osiel avait toujours été un leader autoritaire, cruel et paranoïaque, et il souffrait également d'une addiction à la cocaïne. C'est ce qui l'a poussé à organiser son propre service de sécurité et de contre-espionnage afin de pouvoir dormir tranquille. C'est ainsi que Los Zetas ont vu le jour. Et cela a marqué un tournant dans l'histoire du trafic de drogue au Mexique. Los Zetas ont bien sûr émergé non seulement à cause de la paranoïa d'Osiel, mais aussi en raison de la situation générale à Tamaulipas. De la chute de Garcia Abrego en janvier 1996 à la mi-1999, l'État a littéralement été envahi par des trafiquants de drogue de tous bords et de tout calibre, désireux de s'approprier leur part du gâteau. Leurs rivaux ne restaient pas inactifs. Alors que le Golfe était dans l'incertitude, au moins 2 nouvelles organisations se sont formées à Tamaulipas. La Familia Michoacana, fondée par Nazario Moreno González, alias El Chayo, le plus fou, et le cartel de Los Valencia, fondé à la fin des années 90 par Armando Valencia Cornelio et ses cousins après leur rupture avec la faction d'El Chapo et les Sinaloans. De plus, tous les grands trafiquants cherchaient à créer leur propre unité de combat pour protéger leurs intérêts commerciaux. Eduardo El Cos Costilla, le chef de Matamoros, a engagé 2 gangs, Los Sierras et Los Tangos, comme garde du corps. Ezequiel, le frère d'Osiel, a organisé Los Escorpiones, les Scorpions.
Le cartel de Juarez a également acquis un groupe de sicarios extrêmement meurtriers, connu sous le nom de la Linea, ou la Ligne. Mais Cárdenas voulait le meilleur des meilleurs. C'est pourquoi, en 1998, il a engagé Arturo Guzmán de Sena, qui est devenu Z1. Guzmán de Sena a quitté son poste de lieutenant dans le groupe aéromobile de forces spéciales, GAFE, pour diriger la sécurité personnelle du chef du cartel du Golfe. L'armée payait peu et le potentiel de gain au sein du cartel du Golfe était illimité. Outre Guzmán de Sena, une trentaine d'autres militaires ont fini par rejoindre le cartel. Ils se sont baptisés Los Zetas, ou les Z, d'après le code radio militaire mexicain désignant les officiers supérieurs. Chacun avait un indicatif composé d'un numéro. Parmi eux se trouvaient les deux principaux adjoints de Sena, Rogelio González Pizzania, connu sous le nom d'El Quelín ou Z2, et Heriberto Lascano Lascano, connu sous le nom d'El Lasca, le bourreau et Z3. Plus tard, un petit trafiquant nommé Miguel Ángel Treviño Morales a rejoint le groupe, suivi de ses frères. Ils n'étaient pas des militaires, mais ils ont néanmoins reçu des codes, car leurs relations et leur goût pour la violence se sont avérés très utiles. Très vite, Los Zetas comptait 50 soldats, issus du 7e bataillon d'infanterie et du 15e régiment de cavalerie motorisée et formaient la garde prétorienne d'Osiel Cárdenas. Plus tard, ils ont recruté des caïbils au Guatemala, des soldats d'élite de l'armée guatémaltèque qui avaient mené une guerre d'extermination contre la population indigène du pays dans les années 1980 et qui étaient encore plus sauvages et impitoyables dans leur méthode de combat contre ceux qui les considéraient comme leurs ennemis. En 2003, Los Zetas comptait plus de 300 combattants d'élite, qui ont à leur tour ouvert des camps de recrutement pour les citoyens intéressés. L'ère des criminels amateurs et des policiers mal formés était révolue. Les anciens membres du GAF, un corps d'armée d'élite, étaient de véritables militaires. Renseignement, contre-espionnage et contre-insurrection, planification et exécution des interventions d'urgence, télécommunications, diverses techniques pour éliminer les ennemis, tactiques d'interrogatoire et fabrication d'explosifs. Ils ont mis toutes leurs connaissances et leur expertise acquises en Amérique et en Israël au service d'une organisation criminelle nationale. Il s'agissait d'un changement qualitatif important. De nombreux soldats de différents niveaux de la hiérarchie militaire recevaient des pots de vin pour protéger les trafiquants de drogue. Mais la possibilité de déserter et de rejoindre les criminels était impensable avant la création des Los Zetas. Les soldats pouvaient être corrompus, mais ils ne pouvaient pas trahir un État aussi corrompu. Guzmán de Sena a franchi le pas. De soldats à trafiquants de drogue mercenaires. Los Zetas ont porté la guerre entre les organisations de trafiquants de drogue à un niveau sans précédent. En voici quelques exemples. En 1999, Osiel a ordonné à Guzmán de Sena de tuer Rolando, El Rolis López Salinas. El Rolis a été retrouvé chez lui avec tout son gang. De Sena et ses hommes ont encerclé le bâtiment et, pour en finir rapidement, ont fait exploser la maison et tous ceux qui s'y trouvaient. En 2001, après son évasion légendaire de Puente Grande, El Chapo, avec Arturo Beltrán Leiva, pensait que prendre Nuevo Laredo serait facile. Ils y ont envoyé des gens pour recruter des locaux. Ces agents de Sinaloa ont rapidement été retrouvés morts aux portes de leur refuge. Les corps des membres du gang étaient accompagnés d'une note « Chapo Guzmán et Arturo Beltrán. Envoyez-nous d'autres idiots comme cela pour que nous puissions les tuer. » Selon les lois du crime organisé, le plus fort est le chef. Il n'y a pas d'autre levier d'influence. Mais avec l'influence croissante du cartel du Golfe et sa branche militante, Los Zetas, les autres ont dû suivre le mouvement. La création et l'expansion de Los Zetas à la fin des années 90 et au début des années 2000 ont marqué une véritable étape dans l'histoire du crime organisé au Mexique. Un nouveau type d'organisation a vu le jour, dont les capacités matérielles, techniques et militaires dépassaient de loin celles de n'importe quelle force de police étatique ou municipale. Il ne manquait plus qu'une étincelle pour mettre le feu aux poudres et déclencher une véritable guerre. À partir de 2000, Los Zetas ont commencé à aider le cartel du Golfe à renforcer sa position dans ses territoires d'origine, du Chiapas à Tamaulipas et à s'étendre vers les États centraux de Michoacán et Guerrero. Les cellules du cartel du Golfe ont été nommées d'après les lieux où elles étaient basées. Los Metros à Matamoros, Los Roros pour celle du Reynoso, Los Lobos pour celle de Nuevo Laredo, etc. Aujourd'hui, la signification géographique de ces noms a disparu, mais les noms eux-mêmes sont toujours largement utilisés. Le fait que ce soit Los Zetas qui ait mené cette expansion a constitué un changement organisationnel important. Tout en continuant à servir de garde du corps à Osiel Cárdenas, ils ont commencé à assumer les fonctions défensives et offensives de l'ensemble du cartel.
De plus, le rôle de tueur à gages est rapidement devenu assez limité pour eux, car ils ne se contentaient plus d'accompagner et de protéger, mais organisaient également les affaires sur le territoire. Los Zetas ont acquis des capacités opérationnelles non seulement pour le trafic de drogue, mais aussi pour d'autres crimes tels que le racket, l'extorsion, les enlèvements, etc. Et c'est là la deuxième innovation qu'ils ont introduite dans l'histoire du crime organisé mexicain. L'extension de l'infrastructure des trafiquants de drogue pour vendre leur protection aux criminels locaux et percevoir une rente sociale. En d'autres termes, pour obtenir de l'argent de la société. Pour que ce modèle fonctionne, ils ont nommé un chef des Zetas dans le territoire conquis, qui est devenu le roi de tout le crime dans la ville, et ont organisé plusieurs unités militaires qui surveillaient les autres groupes criminels et les maintenaient sous contrôle. En outre, ils ont acheté l'ensemble des forces de police municipales afin qu'elles n'interfèrent pas dans leurs opérations, protéger ceux qui travaillaient sous l'égide des Los Zetas et persécuter ceux qui ne le faisaient pas, tout en fournissant des informations sur les opérations de la police judiciaire fédérale ou de l'armée. Il s'agissait d'un modèle de crime organisé totalement nouveau. Ils n'étaient pas seulement des trafiquants de drogue, mais aussi des racketteurs, littéralement les dirigeants absolus du territoire qu'ils avaient conquis. L'État était impuissant dans les territoires contrôlés par le Golfe. Au fur et à mesure que le cartel du Golfe et Los Zetas étendaient leur présence, ils ont construit une immense fédération criminelle d'envergure quasi nationale. Car grâce à un réseau de chefs qu'ils ont laissé derrière eux dans des dizaines de villes de 16 États mexicains, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo et Chiapas, ils contrôlaient des centaines de gangs criminels, un véritable empire criminel bâti sur la terreur et la violence. La nouvelle organisation fut baptisée Gulf Zetas, ce qui n'était pas le cas des autres organisations. Sinaloa ne devint pas Sinaloa Los Negros, ni Juarez Los Pelones. Comment cela s'est-il produit ? Il est fort probable qu'Osiel Cárdenas, le chef du cartel du Golfe, n'avait pas les moyens ou ne voulait pas financer un appareil militaire aussi important et leur a permis de trouver leur propre source de financement. Los Zetas ont commencé comme des travailleurs salariés, mais comme le cartel du Golfe dépendait de plus en plus de leurs forces, ils sont devenus des partenaires. Ils n'étaient pas des leaders du trafic de drogue, incapables de transporter une tonne de cocaïne qui leur avait rapporté plusieurs millions de dollars en une seule opération, mais ils extorquaient de l'argent à des centaines de groupes criminels. En bref, l'histoire du crime organisé doit beaucoup à l'organisation Los Zetas. Premièrement, ils ont détruit l'influence de Sinaloa, qui n'a pas réussi à conserver son territoire lors du partage en divisions. Deuxièmement, ils ont étendu le corridor du trafic de drogue à l'est et au sud-est du pays. Troisièmement, il n'y avait pas de succession familiale dans cette organisation, ce qui explique sa loyauté et sa capacité à négocier, mais aussi son règne court. Garcia Abrego a été au pouvoir pendant 7 ans et Osiel pendant 5 ans, contre près de 20 ans pour les frères Arellano Félix, Carrillo Fuentes ou Guzmán Loera. Quatrièmement, les Gulf Zetas ont créé des groupes militaires professionnels et ont fait de la violence le seul moyen efficace de résoudre les problèmes. Et cinquièmement, Los Zetas ont transformé le modèle d'organisation criminelle en combinant le trafic de drogue avec le contrôle total de toutes les entreprises criminelles sur le territoire qu'ils avaient conquis. Ainsi, au début des années 2000, Osiel Cárdenas disposait de sa propre armée, Los Zetas, mais en raison de sa dépendance à la cocaïne et de sa cupidité insatiable, il ne comprenait pas pleinement à qui il avait affaire. Malgré le fait que la violence au Mexique ait été très importante au cours de la dernière décennie du XXe siècle, Los Zetas se sont révélés beaucoup plus imprévisibles et sauvages que leurs prédécesseurs. Ils n'étaient pas dissuadés par les liens familiaux ou les intrigues politiques. Le XXIe siècle s'annonçait, et avec lui un nouveau type de guerre contre la drogue. Los Zetas sont entrés dans cette période en tant que nouveaux précurseurs, mais nous en parlerons dans la prochaine vidéo.